aujourd'hui sur donc, Afrique 2050 et Radio PDCI en compagnie de Jacques Roger depuis les États-Unis. Monsieur Bertin Kwadwo-Konan, un homme politique très attentif au développement socio-politique de la société. Il est également candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Alors, d'abord, M. Bertin Kwadwo-Konan, c'est de tradition pour nos auditrices et auditeurs de demander que notre invité se présente. Pouvez-vous nous restituer votre activité en dehors de la politique à l'instar de ce que vous faites? Par exemple, je sais que vous avez fait un brillant parcours universitaire. J'ai fait des petites recherches. Il semblerait que vous avez fait des études en langue allemande. Certains de vos compatriotes vous qualifient même d'aparachique. Voilà, vous me permettez cette expression. Est-ce que vous le confirmez? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il met là-dedans comme contenu? Peut-être ils vous diront que vous êtes l'homme du pouvoir, des pouvoirs, j'allais dire, du pouvoir du camp de M. Henri Konabedi, aussi pourquoi pas de M. Alassane Dramane Ouattara, pourquoi pas aussi de M. Laurent Gbagbo, puisqu'on vous a vu aussi à la Cour pénale internationale, peut-être. Vous êtes un homme du pouvoir. Mais quand je partais à la haie, Laurent Gbagbo n'était plus au pouvoir. Il était en prison et personne ne souhaitait le fréquenter, il était indésirable. J'ai été le voir quand même. J'ai même été blâmé dans mon parti, marginalisé. Je vous rappelle à toute fin utile que je n'ai eu qu'un seul mandat à Port-Bouin. Et quand, à la fin de mon mandat, comme tous les députés sortants, j'ai été demander le parrainage de mon propre parti, le PDCI, pour postuler à nouveau, qu'est-ce qu'on m'a rétorqué? Envoie vos dossiers à la haie. Envoyez vos dossiers à la haie. Alors, ce qui est quand même extraordinaire dans ce milieu de la politique ivoirienne aujourd'hui, c'est que très peu aujourd'hui, ou beaucoup, n'ont plus de mémoire. J'ai oublié très vite. Très vite. Mais après, les gens font la queue pour aller saluer Blé Goudé et Laurent Gbagbo à la haie. Quand c'est eux, oui, c'est normal. On peut les soutenir. Quand c'est moi, il faut me blâmer. Quand depuis de 2010 à 2018, pendant 8 ans, ils étaient tous autour de Alassane Ouattara. Ça, c'était normal. On peut les soutenir. Mais qu'est-ce que je fais, moi, aujourd'hui, au grand jour, là, devant tout le monde, qu'est-ce que je fais pour mériter donc qu'on me traite d'être vendu? Un peu de respect, un peu de considération pour les opinions des autres. Je suis désolé. Est-ce qu'on est d'accord que ce pays a trop souffert de la guerre? Est-ce qu'on est d'accord que ce pays a trop souffert des crises d'ego? Pourquoi voulez-vous qu'on entraîne éternellement, indéfiniment, 35 millions d'Ivoiriens sur 30 ans dans une crise d'ego? Pourquoi? Et quel est le profit du peuple de Côte d'Ivoire? Tout porte à croire que depuis 30 ans, il n'y a que ça. On a 3 individus dont il faut protéger les intérêts. Et pour peu que quelqu'un dise un son de cloche discordant, eh bien, il est acheté. Ah, il est acheté. Il est vendu. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en plus, ça vient de qui? Jacques Roger. Oui. Ce pays-là, où Fouet l'a pris des mains du colon. La Côte d'Ivoire n'avait même pas un seul instituteur. Comment bâtir une nation avec un pays qui n'a même pas un seul instituteur? Comment vous expliquez ici la présence massive de nos frères béninois, dahoméens, sénégalais? Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de beaucoup de médecins, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de professeurs. Les mêmes paysans sont encore au travail comme du temps de Félix Houphouët-Boigny. Sans professeurs, sans médecins, sans ingénieurs. Avec le fruit du travail des paysans, il faut bâtir la Côte d'Ivoire. Mais comment vous expliquez que depuis 30 ans, là où nous avons des ingénieurs, des médecins, des professeurs, avec le même travail des mêmes paysans, la Côte d'Ivoire recule, il ne s'en sort plus. Il faut bien qu'on tire les leçons, qu'on pose le diagnostic et qu'on situe les responsabilités. À qui la faute? Aux étudiants, aux enfants qui sont à l'école primaire, aux médecins, aux paysans qui travaillent
dans leur champ. Reconnaissons en toute humilité que notre classe politique ivoirienne a échoué en tout et dans tout. Et pourquoi? Par orgueil. Par orgueil. Alors, on est tendre parce qu'on a eu une éducation, on ne peut pas parler, mais qu'on ne nous oblige pas à parler, mon Dieu. D'accord. On ne mêle pas l'orgueil dans la politique. D'accord. Il y a une réunion du PDCI RDA. Vous donnez une position qui n'est pas celle du patron. Ah, il me défie. Ah, il me défie. Mais enfin, où sommes-nous? Mais où sommes-nous? Mais ça suffit, là, mon Dieu. D'accord. Alors, monsieur Bertin Kouadio Konan, oui, on y va. Une loi naturelle veut que Oui. les générations se succèdent en s'améliorant. Oui. Comment expliquez-vous votre candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 avec un candidat qui remet non seulement en cause la parole de l'homme politique, mais encore est inéligible au regard de la loi constitutionnelle? Que comptez-vous envisager face à un tel candidat? Allez-vous à cette élection présidentielle pour vous faire valoir encore comme en 2015? Ben alors, excusez-moi, ça c'est des propos tout à fait méprisants. Non, ce n'est pas méprisant, c'est pas méprisant. Non, avec tout le respect que je vous dois, vous êtes un candidat à l'élection présidentielle, tout le respect, toute la liberté. C'est votre droit de dire ce que vous pensez. Je ne suis pas candidat pour Alassane Ouattara. Moi, je suis candidat, Alassane Ouattara est candidat. Je suis candidat pour le battre. Je vais vous faire remarquer une chose. Les changements ont lieu dans ce pays chaque 10 ans, c'est un cycle. Robert Gueye, tout puissant, chef de la junte militaire, a organisé les élections. Il les a perdu au profit de Gbagbo Laurent. C'est en 2010, 10 ans. Laurent Gbagbo les a organisés cette fois-ci. Alassane Ouattara s'est installé. 2010-2020, eh bien, le cycle s'arrête là. Je vais à ces élections pour les gagner. Et je vous appellerai, vous, monsieur, au soir de ma victoire. Au soir de ma victoire. Et dans cette vie-là, je ne comprends pas. D'où vient-il que dans ce pays-là, subitement, on est à une sorte de classification des individus? Je ne sais pas d'où ça vient. Moi, je suis candidat parce que j'estime que j'ai un projet pour la Côte d'Ivoire. Je suis candidat parce que j'estime que je peux servir la paix à mon peuple et je suis candidat pour gagner ces élections. D'accord, très bien. Vous êtes candidat pour gagner cette élection, nous vous le souhaitons, hein, puisque c'est ça la démocratie. Alors, sur Afrique 2050, c'est la liberté. Vous venez en tant que candidat, nous avons beaucoup de respect pour vous, mais on essaie un peu de vous poser des questions de manière libre. Et je voudrais vous rappeler qu'en 2015, juste après la proclamation des résultats de cette élection présidentielle, vous étiez le seul candidat à avoir reconnu la victoire sans contestation de M. Alassane Ouattara. Peut-être je me trompe. C'est pourquoi je vous disais, allez-vous refaire le même coup de 2015 en admettant que cette prochaine élection présidentielle soit un remake, si vous me permettez, de la précédente? Docteur, je vous en là où vous vous trouvez, les pays où vous vous trouvez, quand il y a élection et que quelqu'un a perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît la victoire. Si en 2010, entre M. Laurent Gbagbo et M. Alassane Ouattara, un seul d'entre eux avait pu reconnaître sa défaite, est-ce qu'on aurait eu une crise? J'ai donné une leçon au peuple de Côte d'Ivoire pour dire qu'une élection présidentielle, dans n'importe quelle compétition, il ne peut pas avoir deux vainqueurs. En 2015, je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Est-ce un crime de reconnaître que je n'ai pas gagné? Mais là, j'ai donné une leçon. Heureusement que ça a profité à qui? À M. Ouattara. C'est lui que j'aurai en face. Mais Ouattara a retenu la leçon. Il sait très bien que dans l'intérêt du peuple, quand on perd, on appelle à féliciter celui qui a gagné. Et comme je vais gagner en 2020, je compte sur lui pour qu'il me renvoie l'ascenseur. Et qu'enfin, dans ce pays-là, à 52 ans aujourd'hui, je n'ai jamais connu vécu le bonheur d'assister
à une passation de charge à la tête de mon pays, monsieur. La mort a fauché Oufoué, Bédié s'est installé. Gueye a chassé Oufoué, Bédié, il s'est installé. Gbagbo est installé dans des conditions que tout le monde connaît. Après Gbagbo, à la sens, jamais les Ivoiriens n'ont pu assister à une passation de charge. Est-ce que ce pays-là est maudit? Non. Mais en 2020, là, en octobre, dans un mois, là, je gagnerai le scrutin. Et j'espère que, comme je l'ai fait en 2015, M. Ouattara me renvoie l'ascenseur aussi simplement en 2020. D'accord, on l'espère. Alors, monsieur le Président, comment pouvez-vous justifier, vous me permettez, un tel revirement de position, comme si la Côte d'Ivoire souffrait d'un déficit d'hommes et de femmes capables de relever le défi de développement de votre pays? Alors, c'est quoi le revirement ici? Que vous étiez en train d'évoquer. Le revirement, Écoutez, vous avez eu par exemple le président Alassane Ouattara qui a dit qu'il ne sera pas candidat. Ensuite, il est candidat. Et il y a des divisions dans l'opposition, etc. monsieur, c'est comme un dénominateur commun que nos aînés ont en partage. J'ai entendu des gens ici dire que en 2010, je suis à mon dernier combat. Au-delà de 75 ans, je ne peux plus me présenter. Et qui sont encore là. Et Ouattara est-il le seul à se comporter ainsi? Quelle est cette leçon-là qu'on nous donne? Malheureusement, Ouattara le fait, mais il doit le dire qu'il n'est pas le seul à le faire. Et c'est tout ça qui doit changer. Moi, je pense que quand on est homme politique de ce niveau-là, on doit avoir une ligne, une cohérence, une parole. Une parole. Le Bédié que j'ai aimé, c'était le Bédié d'une parole. Le Bédié de la parole. Quand vous avez pendant 8 ans été aux affaires avec le RDR et qu'en un an, vous sortez du gouvernement, vous êtes co-responsable du bilan. Par quelle gymnastique intellectuelle vous allez réussir à vous soustraire donc du bilan du RHDP pour venir devant quel peuple s'il est mature pour leur dire quoi par la suite, frère Mouketo? Apprenons à respecter le peuple. N'abusons pas de lui. Ne l'utilisons pas. Il ne faut pas l'instrumentaliser à des fins personnelles. Éclairons notre peuple. Et ils sont les Ivoiriens au rang des pays, de grands peuples, je veux dire. Je ne suis pas de ceux qui manipulent le peuple pour leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, les gens se plaignent de la CEI. Monsieur Mouketo, j'étais candidat en 2015. Reprenez ce que disait M. Bédié de la CEI, de la même CEI. Elle était bonne. Vous êtes témoin, vous le savez, vous vous souvenez. Quand je marchais devant la RTI, quand je marchais sur la CEI, avec Charles Konabani, avec Madou Koulibaly, où était le PDCI de Kakou Dikawe et Bédié, auprès de Alassane Ouattara? À cette époque, la CEI était bonne. Mais c'est la même CEI. Elle ne peut pas être bonne en 2015 quand Bédié n'est pas candidat, et puis elle est mauvaise en 2020 quand Bédié est candidat. Ça, ce n'est pas PDCI, ça. C'est pas ce qu'on m'a appris au PDCI. Donc, je manque de repères. On n'a plus de repères. En somme, M. Kouadio Konabertin, vous êtes en train... Ou bien c'est parce que Ouattara le fait que Bédié doit le faire aussi? Non, en somme, vous êtes en train de dire que cette CEI, vous avez confiance en cette CEI, que vous pouvez aller à ces élections, les gagner, puis voir cette CEI vous proclamer vainqueur. C'est bien cela? Je suis constant, je suis cohérent. La CEI actuelle, je l'ai dit en 2015, je le redis aujourd'hui, elle n'a pas changé. Elle doit être revue. Elle doit être véritablement indépendante. Mais moi, je ne pratique pas la politique de la chaise vide. Malgré cette CEI-là, elle existait très bien quand Jacques Owo a gagné au plateau, quand Dr Ebou a gagné à Port-Boué. Si les Ivoiriens sortent massivement pour voter, la CEI n'est pas au-dessus du peuple. Eh bien, la CEI sera bien obligée de proclamer la volonté du peuple dans les urnes. Et j'y veillerai personnellement. D'accord.
Mais monsieur Bertin Kouadio-Konan, Oui, pourriez-vous répondre à nos auditrices et auditeurs sans oui. utiliser la langue de bois? Vous savez, moi, c'est toujours un grand plaisir de vous poser des questions et de débattre avec vous. Est-ce qu'on peut vraiment faire une élection avec le président Alassane Ouattara? Est-ce que les résultats de cette élection présidentielle ne sont-ils pas déjà conçus pour une victoire programmée du président candidat sortant dans qui se trouverait par exemple dans les tiroirs? Ne craignez-vous pas, Monsieur le Président, le scénario gabonais, par exemple, du 27 août 2016, le président Jean Ping avait été élu largement par les populations gabonaises dans 7 provinces sur 9, mais la présidente de la Cour constitutionnelle du Gabon avait refusé de valider la vérité sortie des urnes et de dire le droit. Ben, moi, j'ai foi à ma victoire et je veux communiquer cette fois au peuple de Côte d'Ivoire et au soir du 31 octobre, eh bien, je vous appellerai. La Côte d'Ivoire n'est pas le Gabon. La Côte d'Ivoire n'est pas le Gabon. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de l'élimination des autres candidats? Par exemple, le président Laurent Gbagbo, Monsieur Guillaume Soro, Monsieur Mamadou Koulibaly. Quelle est votre réaction sur cette élimination des autres candidats? C'est regrettable. Je souhaitais, moi, une élection inclusive. Monsieur Bouketo, c'est tout ça qui justifie ma candidature. Mais vous me demandez aussi à moi. En 2000, Robert Gueye a éliminé Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Où était le président Gbagbo? Il était avec Robert Gueye. Ça lui a profité, il est devenu président. C'est reculant, c'est comme une culture qu'on a aujourd'hui. À chacun son tour d'éliminer les autres. C'est toutes ces pratiques qui doivent prendre fin. Il nous faudra désormais des instruments crédibles, des institutions crédibles, mais inspirées par des hommes de vision, qui, parce qu'ils aiment le peuple de Côte d'Ivoire, mettront fin à ces pratiques. En 1995, il y a eu le boycott actif, parce que les candidats se sentaient donc lésés. Il a fallu Francis Vaudier pour compétir avec le président Bédié. En 2000, même scénario. En 2010, avec la présence de l'ONU, bon, on a pu retirer les candidatures. Dès que l'ONU s'en va, on reprend le même scénario. Voilà ce dont souffre notre pays aujourd'hui. Comment une question aussi simple comme celle de la commission électorale indépendante, depuis 20 ans, on ne peut pas trouver le minimum de consensus. Et pourtant, tous ces trois partis, demandez-leur de vous fournir leurs propositions sur la CEI du temps où vous étiez dans l'opposition. Les trois partis ont les mêmes propositions quand ils sont dans l'opposition. Une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, les uns comme les autres, tous font pareil. D'accord. Docteur Mouketou, avant que vous continuiez, je vais revenir un peu sur la relation de M. Kouadio Konan-Bertin et puis son parti, le PDCI-EDA. M. Kouadio Konan-Bertin, vous êtes toujours membre du PDCI-EDA et surtout membre du bureau politique, n'est-ce pas? Oui, je suis membre du bureau politique, jusqu'au moment où nous parlons. Voilà, en début de matinée, nous avons reçu une correspondance disant que vous êtes convoqué devant donc, le conseil de discipline et de l'ordre du bélier du PDCI-EDA. Est-ce que vous avez reçu donc, la convocation? Et qu'en pensez-vous? Je confirme que j'ai reçu la convocation. Ben, c'est normal. C'est ça la vie normale d'un parti politique. Si on estime qu'on a des choses à reprocher à un militant, eh bien, on le convoque devant le conseil. Mais il faut qu'il ait le droit de se défendre. Donc, j'irai donc me défendre. Mais vous êtes déjà... Je vais me défendre. Vous êtes à quelques jours de votre investiture. Allez-vous vous présenter? Sauf que je n'accepterai pas de décision arbitraire. C'est-à-dire? C'est clair. J'irai me défendre, mais je n'accepterai pas de décision arbitraire. Personne ne me chassera du PDCI-RDA arbitrairement. Ce n'est la propriété de personne. Celui qui l'a créé s'appelle Houphouët-Boigny, il ne vit plus. Tous en ont profité. Mais il ne peut pas radier tout le temps les autres. Sans motif valable. Je n'accepterai pas de décision arbitraire contre ma personne.
J'irai me défendre. Alors, que pourriez-vous faire, M. Kwadwo Konabertin, quand on sait qu'une bonne partie des militants du PDC aujourd'hui sont gonflés à bloc contre votre candidature? Est-ce que vous ne pensez pas qu'une exclusion sera à court terme quelque chose de bien accueilli par certains militants? Vous dites bien certain. Je sais que c'est de l'intérêt de quelques-uns au sommet du parti de voir Kakabe partir. Parce que pendant longtemps, ils m'avaient espéré au RDR. Ils m'ont poussé pour que je m'en aille. Mais ils ne comprennent pas que je résiste et que je vais rester encore. Ils ont applaudi dans le secret quand Oussou Janou est parti. Ils étaient soulagés de voir un fauteuil se vider. Ils ont applaudi quand Amicha est parti. Parce qu'il y a des gens au PDCI-RDA qui veulent se construire, se bâtir une carrière, un avenir au PDCI-RDA sur les ruines du parti. Et donc, ils ont identifié des gens qui peuvent être probablement donc, des gênants pour eux. Il faut qu'ils s'en aillent. Et quand ils refusent de partir, quand ils sont militants, quand ils s'accrochent au parti, il faut les chasser, il faut les radier. C'est ce qu'on veut me faire, on veut me faire admettre. J'attends de voir. Quand vous dites il, on parle de plus en plus de conflits, parfois ouverts entre vous et puis le secrétaire général. Je n'ai pas peur des mots. Il s'agit de Dikawe Kakoumori, je n'ai pas peur des mots. Bon, d'accord. Quand il y a eu le coup d'État de 99, il était à Robert Gueye. Nous sommes empoignés. Je ne dis pas on dit, c'est devant moi que lui et Louis Couton-Bernard ont déchiré, cassé tous les posters d'Henri Konan Bédié. L'histoire est là têtue. Il y a plus de 20 ans. Si le PCI n'était pas un parti de pardon, comment de 2000 à 2015, il peut être le premier patron du parti. Voilà un parti de pardon, un parti de tolérance, un parti de rassemblement. On n'exclut pas. Si on excluait, Dikawe aurait été exclu depuis 2000. Mais qu'est-ce qu'il veut au fond? Donc, si on excluait au PDCI, Dikawe Kakou Maurice aurait été exclu depuis 2000. Parce que lui encore, son cas est plus grave. Il était ministre du gouvernement Henri Konan Bédié. Robert Gueye chasse Bédié, il trouve le moyen de le soutenir et il nous demande à moi que Gueye soit le candidat du PDCI-RDA. Mais ça n'empêche pas que 15 ans après, 20 ans après, il soit le patron du parti. C'est ça le PDCI-RDA. Et lui, il pense qu'il va exclure une personne. Pourquoi veut-il m'exclure? Alors, Jacques Roger, oui. Je vous donne l'information. Okay. Il y a des noms que je peux citer. Dagaré Dasso Ange est là. Pépouin est là. Zawi Gervais est là. Quand je suis revenu faire la paix avec le président Bédié, j'ai été me mettre à genoux devant Dikawe, quasiment, pour le supplier. Enfin, Dikawe, pourquoi veux-tu me tenir loin du PDCI-RDA? Pourquoi penses-tu que je n'ai pas une place dans ce parti? Associe-moi. Pourquoi tu veux seul? Associe-moi. Posez-lui la question. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Mais ce qui me répond, voilà, c'est la réponse à aujourd'hui, me radier. Ah, vous pensez réellement que cette convocation, c'est pour vous radier, c'est bien ça, M. Kwadwo Konabertin? Mais je sais déjà ce qui va se passer. Mais ils ont affaire à moi aussi. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Ils ont affaire à vous, ça veut dire? Mais je vais me défendre. Comment allez-vous défendre? Non. Le PDCI est dans mes veines. Comment on peut m'enlever le PDCI dans mes veines? Ça est dans mon sang. Comment on peut l'enlever? D'accord. Comment peut-on l'enlever? Docteur Mouketou, continuez. Je lui ai consacré 30 ans de ma jeunesse. Comment peut-on m'enlever le sang dans mes veines, puisque le PDCI est dans mon sang? Comment est-ce possible? Bien, merci, monsieur le Président Kwadwo Konan. Alors, il y a quelques jours, je dirais même il y a 2 semaines à peu près, une réunion avait été organisée par monsieur Henri Konan Bédié, l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et les autres candidats recalés par la Cour constitutionnelle. La déclaration suivante avait été faite. Pas d'élection si Ouattara est candidat. Dans ces conditions, Monsieur le Président, l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 serait-elle compromise ou bien va-t-elle sceller le chaos dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Pour mémoire, vous me permettez, je voudrais vous rappeler qu'au cours de sa dernière conférence de presse à Paris, M. Guillaume Soro avait déclaré ceci. Il avait même affirmé, je cite, que je n'irai pas aux élections tant que M. Ouattara sera candidat. Allez-vous à l'élection avec M. Ouattara pour cautionner la forfaiture, c'est-à-dire valider le coup d'État? Et j'ajouterai ceci, si vous me permettez. M. Guillaume Soro a ajouté ceci, qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Je voudrais avoir votre réaction. Qu'en pensez-vous? Nous sommes dans un monde de liberté.
Mais après, nous sommes aussi dans une communauté de destin. Je n'avais jamais souhaité, moi, une rébellion en Côte d'Ivoire. Elle a eu lieu. On a tous payé les frais. Je me souviens qu'on a littéralement égorgé des femmes à Diadou. C'est les femmes baoulées. Ces pauvres femmes qu'on a égorgées là. Quand elles fait, je n'ai jamais été pour ce genre de pratique. À tous ceux qui disent qu'il n'y a pas eu, qu'il n'y aura pas d'élection le 31, je n'ai rien contre leur position. Je la respecte d'ailleurs. Mais je leur pose une question simplement. Le 31 octobre, là, en lieu et place de scrutin, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Docteur, voici ma préoccupation. Les Ivoiriens ont trop souffert. Le sang a trop coulé dans ce pays. L'on a voulu tuer Kadhafi en Libye, pensant que c'est la solution des Libyens. Où est la Libye aujourd'hui? La Libye n'existe quasiment plus. Les Burkinabés se sont levés pour chasser leur président. C'est le peuple souverain. Aujourd'hui, le pays est entre les mains des djihadistes. Je suis toujours attentif et préoccupé par la manière dont on assure l'alternance. Ils sont levés pour chasser leur président. C'est le peuple souverain. Il faut faire attention. Faire attention. S'il n'y a pas d'élection le 31, le 1er du mois suivant, lequel des militaires ivoiriens va encore obéir à Alassane Ouattara? Lequel des policiers ivoiriens va encore obéir à Alassane Ouattara? Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? On ne va quand même pas encourager de pousser les Ivoiriens dans une zone d'incertitude avec autant de risques et de dangers. C'est pourquoi moi, j'ai besoin d'assurance. J'ai besoin d'assurance et de certitude. En lieu et place des élections, qu'est-ce qu'on nous propose? Si on me convainc, eh bien, je marche. Eh bien, je marche. D'accord. Vous allez marcher. D'accord, oui. Très bien. Alors, Monsieur Kwadio Konan, que pensez-vous de la révélation, vous me permettez l'expression, souverainiste du président Alassane Ouattara? Monsieur Kwadio? Alors oui. Que pensez-vous de la révélation souverainiste du président Alassane Ouattara? Ben, je m'occupe de ma candidature. Ça ne vous surprend pas? Pas beaucoup. Comment? Ça ne vous surprend pas, cette révélation souverainiste du président Alassane Ouattara? Non, je me donne le temps justement de gagner le scrutin dans quelques semaines. Voici ma préoccupation. D'accord, très bien. Alors, je voudrais savoir, Monsieur le Président Kwadio Konan, après les 2 mandats du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, quelle note sur 20 donnez-vous à son bilan économique, social, culturel, et je dirais un peu aussi sur le plan de l'environnement? Si ce bilan serait passable, comment comptez-vous l'améliorer? On ne peut pas dire qu'en 10 ans, le président Ouattara n'a absolument rien fait. Il y a quand même un troisième pont qui lui a valu un second mandat. Ce pont-là existe. Il y a un stade olympique qui est en train de voir le jour. Ce stade est là. Donc on ne peut pas dire tout de go qu'il n'a rien fait. Ce que je ferai, moi, le tout n'est pas de créer une croissance et la privatiser au profit d'une petite classe. Quand on crée la croissance, il faut la rendre publique. Partager le fruit de la croissance entre les Ivoiriens. Voici par exemple ce que j'apporterai de nouveau. D'accord. D'accord. Bon, le docteur Moketou, on revient à vous. Je vais parler avec lui un peu donc de parrainage. Cela fait couler beaucoup d'encre de salive. Comment avez-vous obtenu votre parrainage? D'aucuns disent que vous avez été un peu aidé par la CEI ou bien le Conseil constitutionnel. Que répondez-vous par rapport à ça? Ben, il y en a qui pensent qu'une carrière politique se construit comme ça un matin. Du jour au lendemain, on se lève et puis on construit une carrière politique. Mais enfin, ça fait 18 ans que je suis au bureau politique du PDCI-RDA. J'ai été pendant 13 ans
en première ligne à la tête de la jeunesse du PDCI-RDA. Il n'y a pas un village en Côte d'Ivoire où je n'ai pas installé un comité de base de jeunes de 15 membres ou une section de jeunes de 25 membres. Ça fait 20 ans que je le fais. 20 ans que je le fais, Jacques Roger. Et puis j'ai été candidat à l'élection présidentielle en 2015. On m'a attribué à peu près 4%. Là, on me demandait 1%. Si je ne suis pas capable de réunir 1%, pourquoi je vais me présenter à l'élection présidentielle? Et pour compléter ce que vous êtes en train de dire, j'ai même vérifié les résultats. Vous avez obtenu plus de 1% dans près donc, de 23 régions sur les 31 régions, alors que là, on vous demande 17. Allez-y. On m'a demandé 17. Je voulais donner la preuve que ma candidature est suscitée par l'ensemble des Ivoiriens. Et je me suis fixé des objectifs. Il faut que cette candidature ait un support national. Que je m'assure moi-même que les Sénéfaux n'ont rien contre ma candidature. Il fallait que j'aie l'investiture, donc le parrainage du Poro. Que je m'assure que nos parents du Bafing n'ont rien contre ma candidature. Il fallait que j'aie le parrainage du Bafing. Je ne me suis pas cantonné seulement qu'en pays baoulé parce que je suis baoulé pour avoir le parrainage. Voyez-vous, Jacques, c'est un travail minutieux. D'ailleurs, qui m'a coûté beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je voulais ici féliciter tous ces jeunes qui, pendant 2 mois, de jour comme de nuit, se sont mobilisés pour rendre cette candidature et ces parrainages-là donc possible. En pays entier, je vais vous dire, je n'ai même pas eu besoin de me lever. Quand ils sont venus eux-mêmes demander les listes pour aller les faire signer. À Korogo, j'ai été étonné. Quand ils sont venus d'eux-mêmes prendre les fiches en 1 semaine pour les signer. Mais enfin, il y a quand même une histoire avec ce pays, avec ce peuple, avec ma génération. Et puis, moi, mes origines seules suffisent. Maintenant, il y a 5 régions. Parce que je viens du Zi, mes parents du Zi me le donnent. Parce que je viens de Lakota, le Lodjibois me donne. Parce que je suis marié à une femme Agni, et ils me donnent. Parce que j'ai des alliés, on me donne. Mais attends, qu'est-ce que les gens veulent? Et puis entre nous. Alors, vous voulez que je vous dise? Il y a des délégués du PDCI, et ils sont nombreux d'ailleurs. Quand ils vont récolter les parrainages, les signatures, ils envoient une partie à Bédier, ils m'envoient une partie. Les secrétaires généraux du PDCI RDA, quand ils vont récolter les parrainages, ils envoient une partie, parce que pour la plupart, ces secrétaires généraux du PDCI d'aujourd'hui qui ont mon âge, pour la plupart, c'est moi qui les ai intéressés à la politique. C'est moi qui leur ai inculqué le goût du militantisme au PDCI RDA. Et pour la plupart, c'est moi qui ai appris à cela. Comment aimer Henri Konan Bédier? Ils aiment Bédier grâce à moi. Et ils sont quelques-uns comme ça qui me le reconnaissent. Et qui me doivent, d'après eux, leur carrière. Ceux-là, si pour des raisons évidentes, ils ne peuvent pas le dire au grand jour, mais vous ne pouvez pas empêcher que la nuit, ils me rendent visite. Et qu'ils me donnent un coup de main. Et comme le jour du vote, personne n'est auprès d'eux. Vous ne saurez pas ce qu'ils feront. D'accord. Le président Afi avait été, une question lui avait été posée sur Radio France Internationale concernant le parrainage. Il a dit, voilà ce qu'il dit, je suis quand même surpris. À vrai dire qu'il a obtenu tous ces parrainages sans bruit d'ailleurs. Il a dû user d'une stratégie qu'il est donc le seul à connaître et à maîtriser. Que répondez-vous, président Afi N'Guessan? Ben, oui, sans bruit, j'ai travaillé. Que voulez-vous que je réponde à Finguessa? Voilà, j'ai travaillé pour obtenir le parrainage. Et c'est là, c'est concret. J'ai encore même en réserve, chez moi, en stock, encore des fiches, parce que je m'attendais à tout moment qu'on me dise, venez compléter. Je savais que quand j'ai déposé mes dossiers, après le PDCI, après le RDR, forcément, j'aurais eu des problèmes de doublons. Mais je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas baissé les bras. Des amis, au lieu d'aller me vilipender sur les réseaux sociaux, ils seraient peut-être venus me voir que j'aurais été solidaire pour leur en donner, puisqu'il y en a encore en stock. Alors, revenons aussi sur au niveau donc, de la caution qui était de 50 millions, vous les avez payés. D'ailleurs, vous avez encore payé votre caution pour être le candidat du PDCI-RDA après donc de 25 millions. Alors, d'aucuns se demandent, M. Kouadio Konan Bertin, cet planteur, ben, on ne le connaît pas homme d'affaires, où a-t-il obtenu pratiquement tout cet argent? Que répondez-vous?
Mais alors, vous me dites de quoi vivent donc les prêtres dans les églises? De quoi vivent les imams dans les mosquées? Est-ce que c'est les prêtres ils vivent de quoi exactement? Mais alors, c'est les fidèles qui cotisent pour les prêtres. Vous pensez que ce sont vos militants qui vous donnent tout cet argent? Je suis au peuple de Côte d'Ivoire ce qu'est le prêtre pour ses fidèles. Naturellement, vous parlez d'hommes d'affaires. Les hommes d'affaires vous disent, en affaires, l'argent appelle l'argent. Eh bien, moi, je vous dis, en politique, l'action politique génère toujours les moyens de son propre financement. Ceux qui n'ont pas d'idée ne peuvent pas avoir les moyens, ne peuvent pas les mobiliser. Il ne faut pas vous imaginer aujourd'hui, je suis quasiment saturé. Des coups de fil qui viennent de partout. Quand demain je ferai campagne en hélicoptère, vous direz quoi alors? Alassane Ouattara n'était pas président de la Côte d'Ivoire en 2010, quand il battait campagne en avion. Vous pensez qu'un homme politique, c'est celui qui pense qu'il a travaillé, il a la retraite, il a donc l'argent de côté avec son salaire, il fait une campagne, c'est qu'il n'a rien compris de la politique. Alors, Obama a fait cotiser le monde entier pour se faire élire aux États-Unis. Vous connaissiez nos richesses à François Hollande avant qu'il soit président de la France? Mais enfin, vous êtes crédible, vous êtes solvable, vous répétez des intérêts, des gens investissent en vous. C'est aussi simple que ça. Et croyez-moi, monsieur, si j'avais entre mes mains le PDCI-RDA, le parti de Félix Houphouët-Boigny, personne ne me battrait dans les élections en Côte d'Ivoire. C'est un parti immensément riche. Ces derniers temps, vos compatriotes font beaucoup d'informations, donnent beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Chris Yapi est très écouté, plus ou moins, il a donné des informations plus ou moins correctes. Hein. Monsieur Chris Yapi a contribué à faire croire à une bonne partie de la population que vous aurez perçu près donc de 500 millions de la part du pouvoir en place pour battre votre campagne. Certains vont jusqu'à 1,2 milliard. Tout dernièrement, vous aviez demandé qu'il y ait donc des preuves. Il y a eu des éléments de preuve que nous avons vus sur les réseaux sociaux, sans pourtant préciser un peu donc la banque. Alors, que répondez-vous par rapport à tout ça? Je vais vous permettre de fermer, si vous voulez, cette parenthèse. Et par rapport à cette parenthèse, vous me permettez, M. Jacques Roger, M. le Président Bertin Kouadio-Konan, vous avez été président de la jeunesse du PDCI, c'est-à-dire le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. En 2015, lors de l'élection présidentielle, vous vous êtes présenté malgré l'entente formelle entre les présidents Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. On a parlé de l'appel de Daoukou, hein, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait, après avoir encaissé, semble-t-il, des centaines de millions, on parle même de 100 millions pour faire votre campagne, et en restant candidat, vous avez reçu, il semblerait, 400 millions, soit un total de 500 millions donnés par le président Ouattara. Et il semblerait que vous vous serez fâché parce que vous n'avez pas reçu toute la totalité, si vous voulez, donc, du montant promis de 600 millions. Alors, Monsieur le Président Kouadio-Konan, est-ce que de tels agissements sont avérés? Dans l'affirmative, peut-on se demander si votre nouvelle candidature actuelle est crédible? Alors, voyez-vous, M. Jacques Roger a dit que les gens ont tenté d'envoyer des éléments de réponse. J'attends que Chris Yapi me dise le nom de la banque où ce fameux compte est domicilié. Le jour où je connais le nom de la banque, peut-être que c'est possible qu'il y ait l'argent dans une banque. Pour moi, j'en sais rien. Mais il m'aura rendu service. Est-ce que vous pensez, docteur, qu'à ce niveau-là, même si je veux me faire corrompre, c'est par un virement bancaire que je le ferai? Si l'intelligence les avait invités un temps soit peu et qu'ils disent que j'ai perçu cash, en ce moment-là, c'est ma parole contre leur parole. J'aurais eu du mal à m'en défaire. Mais là, on vous dit qu'il y a eu un virement qui a été fait. Mais je ne demande qu'une seule chose. Dites-moi, ça a été fait sur un compte. Vous dites, voici le numéro. Mais c'est quelle banque? Il y a la SGBCI en Côte d'Ivoire, il y a la CIB, il y a tout. Mais il faut préciser.
Est-ce que c'est compliqué? On a aussi dit, Chris Yapi dit que j'ai signé de mes mains un accord avec Adama Bitogo. Et il faut le brandir, cet accord, avec ma signature. Mais excusez-moi, les esprits faibles peuvent se laisser abuser par de telles comédies. Mais je suis serein. En 2015, le président Ouattara a remis à l'ensemble des candidats qui ont compétit l'enveloppe, la somme de 100 millions de francs CFA. C'est ce que j'ai touché. Après le reste des balivernes, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est le président Ouattara qui a donné ou bien le trésor public? Le trésor public. Le trésor public. Puisque vous me dites qu'il m'a remis 400 millions, je vous ai suivi dans ce raisonnement. C'est le trésor public. Parce que là où le trésor donne, comme c'est Ouattara qui est le président, eh bien c'est Ouattara qui donne. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Il y a même des candidats qui ont refusé de prendre au motif que c'est l'argent de Ouattara et que ceux qui l'ont pris, eh bien, sont corrompus. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Pourquoi veut-on me coller tout ça? Parce que l'on s'est convaincu que le connaissant, pour son rang social, il n'est pas capable d'avoir des ambitions supérieures. Comment fait-il? Alors s'il le fait, c'est nécessairement parce qu'il a été corrompu. C'est du mépris. C'est du mépris. M. Konan-Bertin, vous l'avez même affirmé que pour battre une campagne, une vraie campagne, il faut avoir un minimum 7 milliards. Donc, oui. Le patriote se pose la question de savoir qui sont vos financiers. 7 milliards. Ils sont là. C'est qui? Ils sont là, nos financiers. Quand ils vont au bureau politique du PDCI-RDA, qui ne prennent jamais la parole, qui sont silencieux, qu'on décide de tout, ils rentrent chez eux à la maison. Est-ce que vous savez ce qu'ils pensent? Est-ce que vous pourriez justifier, pardonnez-moi, est-ce que vous pourriez justifier à la fin de cette élection toutes les dépenses que vous allez effectuer en présentant, par exemple, les différents dons que vous êtes en train de recevoir, comme ça se passe dans des pays comme la France? Les dons que nous recevons, si c'est pour justifier les dépenses, on peut. Mais en Afrique, vous n'allez pas même pas dire à quelqu'un sur la place publique que Mouketo m'a donné 100 millions pour ma campagne. Si vous avez une pharmacie, le lendemain, on va la fermer. C'est ce que vous souhaitez. Vous aviez dit quelque chose tout à l'heure. Oui. J'ai l'impression que vous êtes en train de nous dire qu'il y a certaines personnes qui sont actuellement au PDCI-RDA qui financent aussi votre campagne. C'est ce que vous êtes en train de dire. Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est de là que c'est pas une manipulation que vous êtes en train de faire pour diviser, pour mieux régner? Mais attendez. Je vous dis, même dans le cas des parrainages, il y en a qui sont quand même quelques courageux qui s'affichent. Mais je vous explique ce que c'est. J'ai passé, écoutez, 30 ans de ma jeunesse dans ce parti. J'ai quand même eu dans ce parti des relations solides. Et quand vous allez aux réunions, des gens qui pendant 15 ans ne prennent pas la parole, aux côtés du chef, mais est-ce que vous savez ce qui est dans leur cœur? Et ce qu'ils font par la suite? C'est pourquoi il vaut mieux autoriser qu'il y ait débat. Sans langue de bois, nous allons faire cette parenthèse. Vous n'avez rien reçu de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est tout. C'est bien. À ce jour, non. Peut-être que je recevrai un jour, j'en sais rien. Merci beaucoup. À ce jour, pas encore. Alors, nous précisons que nous recevons M. Kwadwo Konan-Bertin depuis pratiquement 45 minutes, candidat à l'élection présidentielle au niveau de la Côte d'Ivoire. Dr Jean-Aimé Mouketou depuis Paris et moi, nous posions déjà des questions. Dr Mouketou, allez-y pour la suite de vos questions avant que je ne revienne. Parlons donc de la tension au niveau de la Côte d'Ivoire. Allez-y, Dr Mouketou. Bien, merci Jacques. Alors, Monsieur le Président Kwadwo, en Côte d'Ivoire, votre pays, après les présidences Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, bientôt la fin, d'aucuns en arrivent à dire que les mandats du président Félix Houphouët-Boigny étaient les meilleurs en matière de développement. Êtes-vous du même avis? Incontestablement, oui. Voici quelqu'un, comme je le disais, d'entrée de jeu, qui a hérité d'un pays sans même un seul infirmier, encore moins un seul médecin, sans même un seul instituteur, parlons même pas, et qui a hissé la Côte d'Ivoire là où il a hissé avant de mourir. C'est extraordinaire. Il faut s'appeler Félix Houphouët-Boigny pour le faire.
son rêve en le disant d'ailleurs, nous les dévanciers, nous avons ouvert, tracé les sillons. Il appartiendra à nos petits-enfants, à nos enfants qui arrivent demain, de les élargir. Pour au fouet, il a aidé à nous former massivement. Donc, nous serons armés pour ouvrir les sillons, pour les élargir. Malheureusement, là où il y a justement ces compétences, ces talents dans ce pays, c'est à ce moment-là que nous sommes en train donc de fermer, de refermer les sillons plutôt que de les élargir. D'accord. Alors, parlons un peu de la laïcité dans votre pays. La laïcité au sommet de l'État de votre pays, la Côte d'Ivoire, n'est-elle pas un leurre? La Côte d'Ivoire est un État laïque. Vous êtes sûr? Il y a quelquefois quelques dérapages. C'est-à-dire? Tout le monde a besoin de recadrage. Je vous en supplie. Quand vous voyez la vie que nous menons dans ce pays-là, quand vous voyez ces mosquées, ces temples, ces églises qui se côtoient, nous ne connaissons pas ce genre de soucis. Il y a quelques dérapages, les gens font un peu d'amalgame, un peu trop de mélange de certaines choses, c'est tout. Mais après, la Côte d'Ivoire demeure un État laïque. D'accord. Alors, je voudrais vous demander quel est l'impact des hommes et femmes politiques dans les faiblesses du développement actuel des sociétés africaines, par exemple sur le plan économique, social et intellectuel. Je n'ai pas bien saisi la question, excusez-moi. Je voudrais en fait savoir quel est l'impact des hommes politiques, on peut parler aussi des femmes politiques, dans les faiblesses du développement actuel des sociétés africaines. On peut prendre les domaines économiques, sociaux et intellectuels. Vous voulez me faire dire que c'est leur responsabilité? Oui, je le dis, c'est leur responsabilité. Même pas, on ne parle même pas d'impact. C'est leur responsabilité, c'est leur faute entière. Est-ce que les paysans ont cessé de produire comme par le passé? Non. Mais pourquoi en sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi en sommes-nous là? Nous sommes responsables de tous. Nous sommes responsables de l'état dans lequel se trouvent nos États. Élevons le débat. Élevons le débat. D'accord. Alors, docteur Mokitou, je reviens à vous tout à l'heure. J'ai une autre question qui me taraude un peu donc l'esprit. Hein. Nous avons promis de parler de votre programme après donc, le 4 octobre. Mais vous avez déjà mentionné quelques points fondamentaux de votre programme en parlant des 3 PPP, c'est bien cela. Et ensuite, lors de la campagne en 2015, vous avez avancé donc des chiffres en parlant de la transformation de la ticket à des sommes de milliards et des milliards. Vos compatriotes aimeraient réellement savoir, élaborer un tout petit peu afin que nous puissions comprendre exactement ce que vous vouliez faire. Ce qu'ils doivent tous reconnaître ou retenir de ce que je propose, en parlant d'industrialisation, c'est que nous acceptions de sortir une fois pour toutes de la logique d'exportation systématique de nos produits et de nos matières premières. Et dire qu'il est temps, après tant d'années d'indépendance, que nous nous débrouillons, j'exprime bien le mot, nous nous débrouillons, qu'on s'organise pour transformer nos matières premières sur place et que ce soit à nous de fixer le prix. J'ai pris simplement l'exemple de la ticket du manioc en 2015. Mais écoutez, Jacques, le cacao ou le café, combien d'Ivoiriens, jusqu'à une date récente, consommaient le café? Je dirais même 0. Et pourtant, nous vivons de ça. Mais c'est parce qu'il se consomme ailleurs. On le vend. Mais en quoi le café est différent de la ticket? Si on peut vendre le café à l'étranger et vivre donc de ce que nous percevons du café, si on est structuré, on est organisé et qu'on apporte la même volonté politique dans l'industrie du manioc, nous pouvons faire donc de la ticket, et bien cette denrée-là qui va encore nourrir la Côte d'Ivoire. Mais j'ai pris un seul exemple, la Chine. Combien sont-ils en Chine? Qui ne disposent même pas de terres cultivables. Où voulez-vous qu'ils trouvent l'espace pour aller, eux, planter du manioc
et faire de la tchéquée. J'ai dit dans ces conditions-là, pourquoi le pouvoir ivoirien ne peut pas s'investir dans un tel projet et obtenir avec la Chine ou de la Chine des contrats? Nous, en Côte d'Ivoire, nous avons heureusement encore un peu de terre cultivable. On cultive le manioc. Vous nous aidez à installer dans nos régions des usines. Les productions de telle région sont destinées à telle province en France, en Chine. La femme du village Kofi Konakrou, qui sait qu'il y a une usine à 200 mètres, elle va aller faire son champ de manioc. Puisqu'elle sait que dès qu'elle finit, l'usine est là pour prendre son manioc. On la paye sur place. Celui ou celle qui a l'usine, avant même qu'elle ne fasse la transformation, il y a une province en Chine qui est d'accord pour prendre sa production, et même se payer. Nous avons ici en Côte d'Ivoire l'industrie du caoutchouc, où nous sommes listés pour l'instant dans une phase de transformation, je dis pas pleine et entière, mais il y a des usines en Côte d'Ivoire qui vendent le caoutchouc à l'étranger, à Michelin. Mais les productions de 5-10 années à venir sont déjà payées. Mais c'est comme ça qu'il faut envisager l'avenir de la Côte d'Ivoire. Voilà un pays, Jacques, béni. Mais oui, il pleut tous les jours. La pluie tue même les citoyens. Comment vous expliquer que nous quittons un tel pays pour aller faire nos emplettes ailleurs, à Dubaï? Mais à Dubaï, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Mais là-bas, il y a des hommes qui ont des cerveaux, qui les utilisent. Tout ce qu'ils touchent, ils les transforment. Nous avons tout, on ne transforme rien. Je veux que la Côte d'Ivoire, nous, les Ivoiriens, nous travaillons maintenant à produire, à transformer nos productions sur place et leur donner de la valeur. Vous avez déjà une politique de transformation des produits sur place depuis longtemps. Mais il faut les booster. Je parle de volonté politique. Je parle de volonté politique où Ford n'a pas fait un choix parce qu'il a fait d'autres choix. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il est temps. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il me semble qu'il est temps maintenant. Si nous voulons être maîtres de notre souveraineté. Alors, pour nos compatriotes qui se posent des questions de savoir pourquoi nous ne posons pas des questions concernant le programme de l'honorable Kouadio Kona-Bertin, il parlera tout à l'heure de son investiture le 4 et il a été très clair. Après le 4, il sera notre invité pour parler donc de ce programme. Donc, pour le moment, souffrez un tout petit peu. Après le 4, l'honorable Kouadio Kona-Bertin sera avec nous et parlera de son programme. Vous aurez aussi la possibilité de lui poser quelques questions. Alors, parlons de l'investiture, M. Kouadio Kona-Bertin. Comment cela va se passer concrètement, le nombre de personnes que vous attendiez ce jour? Parlez-nous un peu de l'investiture. D'abord, elle aura lieu au Palais de la Culture. Il semble que ce Palais de la Culture a une capacité d'accueil de 4 000 ou 5 000 places maximum. Et comme beaucoup comme Dr Boketo ne prennent pas ma candidature au sérieux et qui s'imaginent même que j'ai eu un coup de pouce pour réunir les parrainages, ce sera l'occasion pour moi de leur démontrer que c'est une candidature à respecter. Donc, non seulement je vais remplir l'enceinte du Palais de la Culture, mais tout autour, ce sera noir de monde. J'attends au bas mot 30 000 personnes là, au bas mot. C'est un dimanche, l'espace est dégagé, nous allons l'utiliser. Et les régions à Abidjan, certainement à Abidjan, parce que vous savez que les temps sont durs, je dis à mes parents, aux militants, à ceux qui veulent, bon, ils pourront s'organiser pour venir, mais de l'intérieur du pays, mais Abidjan seul, il me semble quand même, peut prendre d'assaut le Palais de la Culture. Et puis en ce moment-là, je vais dire à la face du monde pourquoi je suis candidat. Je vais faire ainsi parce qu'il faut que nous comprenions très bien que désormais, quiconque veut diriger un pays comme la Côte d'Ivoire ne peut plus choisir de raccourcis et utiliser les armes ou autres arguments. Il faut que désormais, pour tous ceux qui veulent prétendre diriger la Côte d'Ivoire, eh bien, ils aient un programme, ils aient un projet qui s'inscrit dans une vision. C'est la seule voie, la voie du salut, la démocratie. Elle passe par là.
D'accord. Alors, docteur Mouketou, je vais vous permettre tout à l'heure de finir la série de votre question. Ou bien, il vous en reste combien? Puisque j'avais voulu prendre des auditeurs, ils sont à peu près une J'ai centaine. à peu trois Voilà, il y questions. a deux questions. Et nous allons prendre la réaction de nos auditeurs. Il y a à peu près une centaine de personnes déjà qui ont déjà le même levé, qui veulent certainement vous poser des questions. Alors, ce que nous allons faire, cher ami, limiter à vos questions, peut-être à une question, et puis pas trop de commentaires. Bon, je vais lui poser une dernière question et puis je vais libérer. Je voudrais, puisqu'il a parlé de l'actualité, lui poser une question sur l'actualité du monde, c'est-à-dire sur la COVID-19. Alors, Monsieur le Président, malgré le manque d'infrastructures sanitaires en Afrique noire francophone, quel argument donnez-vous pour expliquer le faible taux de personnes contaminées en réanimation ou même de décès en Côte d'Ivoire? Écoutez, je suis un homme public. Je veux répondre tout simplement pour dire que la nature nous a fait grâce pour une fois sur cette question. Nous mourons de paludisme ici, de paludisme ici. En Occident, les gens ne meurent pas de palu. Est-ce qu'on peut demander pourquoi les gens meurent de palu chez nous, ils ne meurent pas de palu en Occident? Pour une fois, on a une maladie qui tue peu en Afrique et qui tue malheureusement beaucoup en Occident. Bon, je ne peux pas donner d'autres explications, sauf à interroger les scientifiques. Est-ce que vous avez prévu des masques pour votre meeting? 30 000 masques. Et vous le verrez. Vous le verrez. Chacun aura son cache-nez à ce meeting, à ce rendez-vous. Merci beaucoup, hein, cher ami. Merci, docteur. Bien sûr, avec mon effigie. Voilà, alors, merci beaucoup, docteur. Honorable, il nous reste à peu près une trentaine de minutes. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Ils sont très, très, très nombreux. Et s'il vous plaît, soyez très laconiques, posez des questions courtes afin que l'honorable puisse vous répondre. Comme ça, nous allons prendre le maximum, au moins une dizaine donc, de questions. Alors, nous allons aller du côté, donc, je ne sais pas, du côté d'Allemagne, c'est bien cela. Hein? Du côté de l'Allemagne, prendre, je crois que c'est M. Ibra Camara, du côté d'Allemagne. Alors, donnez une petite minute. J'espère que nous ne l'avons pas perdu. Alors, nous le reprendrons donc tout à l'heure, cher ami. Hein? Je ne crois pas que nous l'avons perdu. Bon, nous l'avons d'avoir tout à l'heure. Mais nous allons aller du côté de l'État du Maryland et prendre le pasteur Nda Joseph. Pasteur, allez-y pour votre question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous entendons, pasteur. Allez. Hein? OK. Ma question, elle est simple parce que je m'excuse d'abord, je suis arrivé un peu en retard. J'ai une question pour M. Kakabe qui est la suivante. Toute l'opposition a décidé, bien sûr, soit un boycott, soit des manifestations pour protester contre la candidature de M. Alassane. Et vous la légitimez en quelque sorte selon ce qui s'est dit. La question est, qu'est-ce qui est plus difficile pour vous? Aller aux élections ou expliquer par exemple à votre parti d'origine les raisons pour lesquelles vous allez justement à cette candidature, vous engager dans cette candidature? Voilà, c'est ma question. Il n'y a rien de si difficile, sauf que, comme je l'ai dit, je suppose que ceux qui se sont rassemblés là se sont parlé, se sont entendus sur quelque chose pour s'engager à faire ce qu'ils font. Je n'ai pas eu d'initiative. Personne ne m'a donc non pas associé. Personne ne m'a appelé. Je ne dis pas qu'on ne m'a pas consulté. Hein? Ah non, 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 je ne dis pas ça. On ne m'a pas associé. Personne ne m'a associé. Personne ne m'en a parlé. Je ne sais pas ce que c'est. Comment pourrais-je m'engager aux côtés de quelque chose que j'ignore? C'est mon grand-père qui même me le dit, parce que vous avez beaucoup de larmes dans les yeux, vous n'allez quand même pas pleurer tous les corbillards qui vont passer devant vous. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je ne me bats, moi. Ce combat qu'il mène, il n'est pas de vous pour moi. Il n'est pas de vous pour moi. C'est eux qui votaient ici le oui de la Constitution. Ne savait-il pas qu'en votant cette Constitution à l'époque, il donnait à la Côte d'Ivoire une bombe à retardement?
et qu'elle a éclaté, heureusement, dans leurs propres mains. Est-ce que je ne les ai pas prévenus à l'Assemblée nationale? C'est pour cela qu'on a failli me tuer à Bodon. Ils étaient ensemble à Bodon pour me battre. À l'époque, on me traitait de taupe parce que je partais à La Haye. Je les ai prévenus. Je continue de le dire. Soyons honnêtes avec nous-mêmes et avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes victimes finalement de nos propres turpitudes. À vouloir toujours et trop tripatouiller nos textes, voici ce que cela provoque. Donc, ce n'est pas un combat nouveau pour moi. Ce n'est pas nouveau pour moi. Mais dans la vie, quand on a semé, il faut récolter. Et personne ne récolte à la place de celui qui a semé. Voilà mon raisonnement. Voilà mon raisonnement. Je ne dis pas que la CEI... J'ai une dernière question pour vous, M. Kakabé. Oui. Après, quand tout cela sera passé, est-ce que vous pensez réellement que le PDCI a besoin de réformes? Mais des réformes, plus que des réformes profondes. Il faut redonner une âme à ce parti et en faire à nouveau un instrument de reconquête. De reconquête. Il est devenu un parti sans âme. Heureusement pour nous, c'est un grand parti qui existe. Et je le dis, je le répète, son seul handicap, il manque de direction. Et de direction éclairée. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Nda, depuis l'État de Maryland. Nous allons rester à Maryland pour aller avec M. Gustave Biaka, qui est le président du conseil d'administration de l'UFI, voilà, enseignant. Monsieur Gustave, allez-y pour votre question. Je crois que votre micro est fermé. Allez-y pour votre question. Merci Jacques Roger. Je voudrais saluer notre invité, l'honorable Kakabé. Chers frères, je sais que vos réactions se comprennent parce que vous êtes fatigués du non-respect des règles démocratiques dans votre parti. Vous êtes aussi fatigués de cette génération de politiciens dans notre pays. Mais j'ai deux questions pour vous. J'ai coutume de dire que le monde est gouverné. Je voudrais savoir si vous savez réellement ce que ceux qui gouvernent le monde préparent pour les élections à venir. Ça, c'est ma première question. Parce que je vais un peu vous éclairer. Si votre camarade Soro Guillaume parle de la sorte, c'est que vous savez ce qui s'est passé en 2010 n'est pas très loin de se passer en Côte d'Ivoire. Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est que vous avez toujours dit, et avec la main sur la poitrine, que vous êtes du PDCI RDA, de Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous appartenez à cette structure. Cette structure-là vous convoque le 1er octobre à un conseil de discipline. Allez-vous honorer cet engagement? Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, M. Biaka. Par rapport à la deuxième question, il a déjà répondu, mais il va encore revenir un peu sur ça. Voilà. Ok, merci. Je vous retard, merci. Alors voilà, allez-y. Je l'ai déjà dit, et peut-être qu'il a pris l'émission en cours. Merci. Je veux toujours donner dans tout ce que je fais en politique des leçons pour les enfants, nos enfants, pour les générations à venir. Il faut des modèles. Je suis militant d'un parti. Eh bien, je suis discipliné. Il existe dans ce parti ce qu'on appelle le conseil de discipline. C'est pour les militants. Quand vous fautez, on vous convoque, on vous traduit. Vous ne pouvez pas refuser d'y aller. J'ai été convoqué. J'irai à cette convocation, je vais répondre. J'irai à cette convocation. Maintenant, je n'aime pas l'injustice et je ne peux pas accepter une décision arbitraire. Il faut me convaincre. Il faut me convaincre. C'est tout ce que je dis, mais j'irai là-bas à cette heure. Oui, le monde est gouverné, mais la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer d'être le théâtre, le laboratoire de ces choses-là. J'ai répondu, j'ai plusieurs fois dit, pour paraphraser quelqu'un, la Côte d'Ivoire est comme cette belle femme qui est veuve, mais qui aspire à se remarier parce qu'elle est encore jeune. Elle ne sera heureuse
complètement heureuse que quand elle aura le droit de se choisir elle-même et librement, eh bien son époux. Voici l'aspiration profonde du peuple de Côte d'Ivoire. De la même façon, les autres pays se donnent librement. Les dirigeants qu'ils veulent, les Ivoiriens veulent aussi se donner librement. Les dirigeants qu'ils veulent, parce qu'eux aussi sont jaloux de leur souveraineté. Est-ce que c'est légitime? Je dis oui, c'est légitime. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gustave Biaka. Voilà. Alors, nous allons aller plutôt du côté de l'État de, c'est ça, hein, New York, avec Monsieur Eugène, c'est ça, Eugène Da. Monsieur Da, allez-y pour votre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Kwadjo Bertin. Bonsoir, monsieur. Cher frère, ça va? Oui, je j'essaie de faire aller. Allô? Oui, je vais bien. Oui, allez-y rapidement, Monsieur Da, on n'a pas assez de temps. Allez-y pour votre question. Oui. Allô, monsieur Da. Oui, je vais bien. Ok, ma question, bon, une question, c'est trop dit. Moi, c'est pour pardonner mon frère Kwadjo Bertin. S'il aime la Côte d'Ivoire, lui dit s'il aime la Côte d'Ivoire, je lui prie de ne pas se présenter à ces élections. Et pourquoi pas? Et pourquoi? Pourquoi ne pas se présenter à ces élections? Parce que tout le monde se retire. Il ne faut pas donner raison à celui qui n'a pas raison. À la fin, tout le monde dit que la Constitution ne lui donne pas droit d'être candidat. Même la France lui défend. L'ONU lui défend. L'OUA lui défend. Il ne faut pas lui donner raison. Retire-toi et puis attends qu'on réorganise les élections et que vous partez tous ensemble. Merci. Je ne défends pas que tu n'ailles pas aux élections. Merci, Deuxièmement, la deuxième chose que je voulais te dire en tant que frère, peut-être que tu ne me reconnais plus, en tant que frère, ce que je vais te dire, il ne faut pas te fier au PDCI. Il ne faut pas te fier à ce que les gens du PDCI font. Tu es un jeune, moi je t'ai même soutenu, je te soutiens, je soutiens tous les jeunes, moi je suis un homme de 68 ans, je vous soutiens, mais il ne faut pas te fier au PDCI. Tu comprends? Il ne faut pas te fier à tout ce que... Merci, M. Nda, on vous a parfaitement compris. Hein, la première merci. Question. Alors, par contre, merci pour les conseils, M. Nda. Vous m'avez dit que tout le monde dit, mais qu'est-ce qui me dit que tout le monde a forcément raison? Qu'est-ce qui me dit que tout le monde a forcément raison de dire qu'il faut boycotter les élections? En 2015, l'on a boycotté pour dire qu'on ne reconnaît pas la légitimité de Alassane Ouattara. Mais de 2015 à aujourd'hui, il a été président. Il a été président, mais enfin. Vous savez, M. Nda, on dit de Dieu qu'il est merveilleux. Mais justement parce qu'il a créé l'être humain, dit-on à son image. À la différence des animaux, il a pris soin à nos créateurs de nous doter d'un cerveau, d'une intelligence pour qu'on s'en serve. Pour qu'on s'en serve. Et j'ai toujours pensé qu'un homme politique, tout ce qu'il doit faire doit être gouverné par la lucidité. Moi, je suis lucide. Et le chemin que je propose aux Ivoiriens, je reste convaincu que c'est le seul intérêt, le seul chemin qui va garantir leurs intérêts. Et dans quelques mois, ils me le diront. Et vous tous, vous me le direz. Je n'agis pas pour moi-même. Je n'ai jamais agi dans ce milieu pour moi-même. J'agis toujours en tenant compte du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes à un tournant délicat qu'il faut savoir négocier avec génie. Avec génie. Avec génie. Et à ce niveau-là, il ne faut pas mélanger nos intérêts égoïstes personnels aux souffrances du peuple. Les Ivoiriens veulent mettre fin à leurs souffrances. Et ils ont besoin que nous puissions leur faire des propositions éclairées, débarrasser nos intérêts à nous. J'ai la ferme conviction que nous ne devons pas aller dans tout ce qui peut envoyer le chaos. Ça, je vous le dis. Mais après, la marche est encore longue. Pour compléter cette question,
M. Kwadwo Kona-Bertin, vous êtes en train de dire que vous allez aller jusqu'au bout, ou bien est-ce qu'il y a des conditions que vous posez certainement avant donc de rejoindre un peu l'opposition actuellement? Mais si les Ivoiriens sont mobilisés pour me donner leur parrainage, c'est pour que je sois candidat. Ne pas aller au bout, c'est les trahir. Et je ne suis pas traître. Je n'ai pas l'âme d'un traître. Donc vous irez jusqu'au bout, c'est bien ça, c'est ce qu'il faut noter. Je suis candidat. D'accord. Je suis candidat. D'accord. Voilà. Alors, nous allons rester dans l'état de... C'est bien ça. Hein? Et cette fois-ci, c'est à New York, c'est ça, avec le pasteur Aka. Alors, pasteur Aka, une question courte, s'il vous plaît. On aura le temps de faire des commentaires un peu plus tard. Allez-y. Oui, bonsoir, Monsieur Jacques. Bonsoir, docteur Moukoutou. Bonsoir, l'honorable président Henri Kakabé. J'ai suivi l'interview, mais je voudrais demander à M. Kakabé, de toutes les explications qui ont été données, nous n'avons aucun problème. C'est tout à fait une défense légitime. Mais quel est le sacrifice que vous pouvez faire aujourd'hui lorsque tout le monde parle du fait que la commission électorale n'est pas crédible, la Cour constitutionnelle n'est pas crédible. Même si tous les Ivoiriens votent pour vous, cette commission ne vous donnera pas votre victoire. Alors, dans ces circonstances, quel est le sacrifice que vous pouvez faire pour la Côte d'Ivoire afin qu'il y ait un dialogue franc, afin qu'il y ait une commission électorale consensuelle, une Cour constitutionnelle consensuelle? C'est ma question. Merci. Merci, pasteur Aka. Je suis heureux qu'aujourd'hui, vous me donnez l'impression, le sentiment que je compte et que vous m'écoutiez. Mais tout ce que vous dites là n'est pas nouveau pour moi, monsieur. Moi, je suis militant du PDCI, je le répète à tout bout de champ. L'arme politique du fouet, c'est le dialogue. Ce n'est pas à la veille du scrutin qu'il faut réaliser qu'on doit dialoguer. De 2010 à 2018, ceux qui forment la coalition aujourd'hui étaient tous avec Alassane Ouattara. Ils ne se sont pas souvenus que Laurent Gbagbo doit rentrer d'exil. Ils ne se sont pas souvenus qu'il fallait au dialogue. Ils ne se sont pas souvenus que la CEI n'est pas bonne. 8 ans. Pourquoi subitement ils se réveillent maintenant? Je veux comprendre leur motivation réelle. Avez-vous la raison? Pourquoi voulez-vous que je croie à la sincérité de quelqu'un qui a été pendant 8 ans avec Ouattara à blâmer Laurent Gbagbo, à dire aujourd'hui que tant que Gbagbo ne rentre pas, il va pas aux élections? Où est la logique et où est la cohérence là? Tout ça manque de cohérence et de sincérité. L'opportunisme. L'opportunisme. Moi, je suis cohérent. Ces combats et ces choses que vous relevez là ne sont pas nouvelles pour moi, ces choses-là. Mais j'ai toujours fait le sacrifice. Moi, j'ai été élu député RHDP en 2011. Je me serais tué, comme tout le monde, que j'aurais eu un second mandat. Peut-être que j'aurais eu un portefeuille ailleurs. Mais mes convictions, c'est parce que les gens, c'est pas me taire devant la justice. Quand on massacrait le peuple, où étaient-ils ceux qui se réveillent aujourd'hui? Quand Gbagbo était jeté en prison à La Haye, où étaient-ils ceux qui se réveillent aujourd'hui? Dikawe vient de Gagnoa. Gbagbo vient de Gagnoa, c'est son frère. Madame Gbagbo Simone, son épouse, est en prison à Abidjan pendant 10 ans. Lui a-t-il rendu une seule fois visite? D'accord. Comment vous vous sentez aujourd'hui quand vous vous retrouvez avec ces gens? Comment vous vous regardez? Et on dit non, c'est ça la politique. C'est quelle politique ça, monsieur? C'est quelle politique ça? Ayons un peu la crainte de Dieu. Ayons un peu la crainte du Seigneur. Merci. Je ne comprends rien de tout ça. Et je ne peux pas m'associer à tout ça à 52 ans. Alors, je veux évoluer dans la clarté et non dans le clair-obscur. Avoir des idées claires à proposer aux Ivoiriens. En toute responsabilité, mais en toute lucidité. Parce que vous pouvez m'apprendre une chose. Au-dessus de tout, c'est la vie humaine. Que nous voulons tous améliorer.
Mais pour améliorer une vie, il faut d'abord que la vie existe pour la protéger. Il n'y a pas eu assez de morts comme ça dans ce pays. On n'a pas assez fait couler le sang des Ivoiriens comme ça dans ce pays. Pourquoi on ne sort pas de ces voies pour proposer autre chose? J'ai été, moi, il y a 3 ans ou 2 ans au moins, quand j'ai été à La Haye, je suis revenu de La Haye, j'ai tout fait, j'ai demandé à voir le président Alassane Ouattara. Ceux qui sont là aujourd'hui m'ont accusé de vouloir aller à la soupe. Je leur ai dit, une fois que Gbagbo est libéré, on est mieux que je sois. Gbagbo doit rentrer chez lui. Il vaut mieux que dès maintenant, on anticipe et qu'on crée un pont pour que, entre le pouvoir et Laurent Gbagbo, il y ait un début de discussion. C'est moi qui l'ai préconisé. Je ne me suis même pas arrêté là. Preuve à l'appui. J'ai été voir le président Abdou Diouf. Moi, je cite les noms des gens. En France, à Paris. Je lui ai dit, monsieur le président Abdou Diouf, le président Félix Houphouët-Boigny a créé un prix, le prix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Sur l'ensemble du continent africain, c'est vous qui l'avez choisi, désigné comme parrain de ce prix-là. Eh bien, le pays de Félix Houphouët-Boigny est en quête de paix. Si rien n'est fait, le 31 octobre prochain, ce sera le chaos. Monsieur Abdou Diouf, levez-vous maintenant. Venez au secours de la Côte d'Ivoire. J'ai besoin d'avoir sur le continent africain au moins un leader politique charismatique capable de s'adresser aussi bien au président Ouattara, à Gbagbo qu'Henri Konan Bédié. Abdou Diouf, faites-le pour la Côte d'Ivoire. Si vous ne le faites pas maintenant, après ce sera tard. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai été au Ghana voir Gary Rawlings. Et toutes ces démarches-là, le président Gbagbo est au courant. Je ne faisais pas un pas sans l'informer, le président Gbagbo. Au Ghana, à Accra, j'ai déjeuné avec sa petite sœur ou sa grande sœur, qui ne sait plus les deux, qui est le plus âgé. J'ai tenu le même discours au président, l'ancien président ghanéen, Gary Rawlings. J'ai été voir Lassana Kouyaté de la Guinée en France. Mais quelle oreille s'est prêtée à cet exercice, à ce message? Et pourquoi subitement, maintenant là? Pourquoi maintenant là? Il faut appeler les enfants des gens dans la rue et se mettre à faire là ce calcul macabre tout le temps. Pourquoi? Voici les questions que je me pose. Merci, honorable. Je pose aux autres. Voilà, merci, honorable. Ce n'est pas étranger pour moi. Je souhaite de tout mon cœur et vivement que nous réglions nos problèmes par le dialogue. Nous sommes quand même dans ce pays, le pays d'Houphouët-Boigny. Ce n'est pas encore tard. J'appelle de tous mes voeux ce dialogue pour que nous puissions solder les contentieux de ces vieux contentieux et qu'on prépare l'avenir de nos enfants qui s'inscrivent pour la première fois à l'école primaire. Honorable, vous parlez de dialogue. Est-ce que ce n'est pas trop tard? La lettre, l'intelligence Africa Intelligence vient de dire qu'il y a de fortes chances que l'élection soit reportée. En avez-vous été informé? Et puis, que pensez-vous de ça? Non, pas encore. Je sais une seule chose, je suis candidat. Si les élections sont reportées, elles sont reportées pour tout le monde. Si elles ont lieu, ceux qui vont compétir, ils vont compétir. Quel est votre souhait? Vous pensez que les conditions soient réunies maintenant pour aller aux élections? Il faut les si on me garantit que passé le 31 octobre, les Ivoiriens ne vont pas encore plier bagage pour fuir le pays, eh bien, mon seul souhait, c'est la paix de ce pays. Si on me garantit toutes les voies. Quand vous dites « ils », vous faites allusion à qui ici? Mais ceux qui proposent qu'il n'y ait pas d'élection, s'ils ont les moyens et les mécanismes possibles pour garantir la stabilité, la paix après le 31 octobre, bon. D'accord. Alors, on va aller du côté d'Allemagne pour avoir de M. Ibra Kamara. M. Kamara, allez-y pour votre question. Malheureusement, on n'a pas assez de temps. Voilà. Allez-y. Bonsoir, Jacques. Bonsoir, M. Kamara. Bonsoir, l'honorable Kakabé. Je vous écoute depuis un bon moment et vous êtes plein d'audace, ce qui est une bonne chose pour un bon politicien. Et surtout, vous êtes très optimiste. Mais je me demande si ce n'est pas un optimiste béant ou alors de quoi êtes-vous si sûr? Quel est votre état d'âme? Quelles sont les chances du candidat Kakabé de remporter ces échéances-là ou du moins d'aller
au second tour. Ça, c'est ma première question, Jacques. Ma deuxième question, en cas de second tour, honorable Kakabe, entre Konan Bédié et Ouattara, donnerez-vous des recommandations de vote? Y a-t-il des chances que vous donnez des recommandations de vote en faveur de Ouattara? C'est ma deuxième question. Ma troisième question, très rapidement, c'est celle du rôle de notre puissance coloniale, la France. Est-ce que vous serez un vassal de la France ou alors vous serez un rebelle au risque qu'on vous coupe les vivres? Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, je ne crois qu'en des principes qui sont les miens. Voyez-vous, vous dites que j'affiche un optimisme. Oui, j'affiche un optimisme parce que j'ai des principes et je crois en ces principes-là. En 2010, non, même pas 2010, en 2002, quand il y a eu le coup d'État manqué qui après est devenu rébellion, si on avait épargné la Côte d'Ivoire de ces méthodes en voulant chasser Gbagbo par la force, est-ce qu'on aurait imposé au peuple de Côte d'Ivoire ce calvaire de 15 ans? Nous sommes exactement dans la même situation aujourd'hui. Il y en a qui peut-être préconisent la force, j'en sais rien. Je n'ai jamais été partisan de ces méthodes-là. Oufoué, qui est mon référent politique, nous enseignait que tous les changements sont possibles dans ce pays, dans le dialogue et dans la paix. C'est ce en quoi je crois. C'est ce en quoi je crois. C'est là, ces principes-là, qu'il ne faut jamais chercher à régler les problèmes de ce pays par la violence. Qu'on ne cherche jamais à assurer l'alternance par la violence. On a essayé une fois. On n'a pas encore fini de solder les contentieux. Ça continue. Pourquoi voulez-vous encore qu'on vienne encore proposer ces voies encore au peuple de Côte d'Ivoire? Ayons pitié des Ivoiriens. Et montrons-nous à la hauteur de leurs espérances. Faisons preuve de génie. Il y a du génie en chacun de nous. Maintenant, vous me dites, est-ce que j'ai prêt à voter pour Ali Konan Bédié au cas où? Mais il n'est pas candidat, vous me dites. Puisqu'on m'accuse de vouloir accompagner Alassane Ouattara, ça suppose que Bédié n'est plus candidat. Comment pourrais-je moi appeler à voter pour quelqu'un qui n'est pas candidat? S'il changeait d'avis, hein? Et s'il changeait d'avis? Je ne serais pas étonné, puisque maintenant, les avis, on les change qu'à tout moment. Mais il y a quand même une contradiction, mais attends, que je ne peux pas qualifier, que quelqu'un se saigne pour réunir les parrainages, qu'il paye 50 millions. C'est vrai qu'il y en a qui ont beaucoup d'argent, et qui se disent candidats en souhaitant que ces élections pour lesquelles ils sont candidats n'aient pas lieu. Sacré Côte d'Ivoire. Sacré Côte d'Ivoire. D'accord. La dernière question, c'est par rapport à vos rapports avec la France. Voilà. Serez-vous oui. mon élève ou bien... Écoutez, la France, c'est elle-même. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit dans les rêves du président Macron de chercher encore à assujettir notre génération. Ses arrière-grands-parents ont assujetti les nôtres. Ses grands-parents ont assujetti les nôtres. Ses parents ont assujetti les nôtres. Est-ce qu'aujourd'hui encore, maintenant, on peut encore être dans cette logique d'assujettir un peuple? Nous sommes dans une relation de respect mutuel, de coopération, de donnant-donnant. Oui, moi, je parle en français. C'est la langue qui me lie à la France. Mais c'est un qui dit, pour être président en Côte d'Ivoire, hein, Paris est un passage obligé. Que pensez-vous de ça? Ben, je crois que, est-ce que pour être président en France, la Côte d'Ivoire était passage obligé? Oh, mais c'est un peu différent. Bon, c'est l'ancien colon et nous savons le poids actuellement de la France sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi voulez-vous, sommes-nous pas tous égaux sur cette terre des hommes? Oui, en droit. En dignité?
La Côte d'Ivoire ne méritait pas elle aussi d'avoir sa souveraineté, décider d'elle-même de ce qu'elle veut? Et pratiquement, on le sait, le poids de la France. Oui, mais si on le sait, il faut le vivre. Il faut le savoir, c'est bien, mais il faut aussi le vivre. Et je ne pense pas que ce soit dans les rêves des Français aujourd'hui qu'il en soit ainsi. C'est à nous d'arrêter de nous complexer, de nous faire de faux complexes. Les Français sont même plus dans cette logique. Je vais aller rapidement évacuer au moins 2 ou 3 questions. La question qui vient de M. Sosten Kofi, depuis l'État de la Pennsylvanie, qui dit: est-il possible pour l'honorable Kwadwo Konan-Bertin de parler de son programme de gouvernement au lieu du président Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA? Je réponds aux questions qu'on me pose. Sosten Kofi, nous nous connaissons très bien. Je réponds aux questions qu'on me pose. J'ai souhaité ne dévoiler mon projet que le 4 lors de mon investiture. Sur ce plateau-là, je n'ai fait que répondre aux questions qu'on me pose. Frère Sosten. D'accord. Alors, on va rapidement dans l'État aussi de Maryland avec le docteur Bamba. Voilà, docteur Bamba, je vous sais très prolixe, mais pour une fois, nous allons être très laconiques, docteur Bamba. Allez-y pour une question, s'il vous plaît. Voilà, merci, commandant Roger. Je dis bonne nuit à l'honorable Kakabe. Et je salue énormément, n'est-ce pas, sa position, n'est-ce pas, de politicien qui apprécie le dialogue. C'est la voie à suivre. J'avais 3 questions. Je ne sais pas si le commandant va me permettre. On n'a plus de temps. Il nous reste une dizaine de minutes. Donc voilà. On va limiter 2 questions, s'il vous plaît. Des questions courtes. Voilà. Merci. Merci beaucoup, commandant. Est-ce que l'honorable Kakabe est panafricaniste? Si oui, comment? Ensuite, la deuxième question, c'est considérant que le Dioula est la langue nationale afro-ivoirienne la plus parlée en Côte d'Ivoire, est-ce que l'honorable Kakabe parle et comprend cette langue? Merci. Si oui, est-ce qu'on peut écouter 2 ou 3 phrases? Merci. Commandant. Dr Bamba. Assalamu alaikum. Je ne sais pas à quelle heure il est là-bas. Il fait quelle heure là-bas? Il est à 19h45. Voilà. Bon, on peut dire Anissou? Voilà, Anissou, c'est ça. Un Kakene? Bon, voilà. Somo Kakene? Somo do, oui. Somo do Kakene? Amba igula kanfoke. Amba melamba ufola. Avec l'accent, hein? Voilà, ça c'est très bien. Ika meke. Ça marche très bien. Alors, voilà. Amba igula kanme, amba ufola. Voilà. C'est bon? C'est bon. Je suis panafricaniste, c'est clair. Mais je n'ai pas besoin de crier. Hein? De le crier sur tous les toits. D'accord. Alors, on va rapidement avec, c'est ça, hein, Monsieur Lamine Condé. Hein? Lamine Condé, allez-y rapidement pour une question courte aussi. Rapidement, Lamine Condé. Bon, monsieur Akouché, est-ce que je peux juste 2 questions? Non, une question, puisqu'on doit clore dans au moins 5 petites minutes. Une question, ça suffit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, oui, moi je voudrais dire bonsoir à notre invité, monsieur Konan Bertin, monsieur Nagiré Konakri. Alors, je voudrais savoir, monsieur Bertin, lorsque la CEI va vous proclamer provisoirement gagnant et confirmé par le Conseil constitutionnel, alors lorsque le 2e lundi du mois de décembre, lorsque le Conseil constitutionnel va vous installer dans vos fonctions de président de la République, lorsque vous prendrez la plume pour signer votre premier décret, quelle sera la teneur de ce décret, de ce premier décret de M. le Président Konan-Bertin face à la République du Côte d'Ivoire? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suppose que c'est un décret pour que tous les Ivoiriens puissent rentrer. Hein? Je peux anticiper. Vous voyez, je pense que 10 ans après la crise qu'on a vécue, il ne serait plus sage de remuer le couteau dans la plaie.
il faut à un moment donné, tirer un trait sur le passé. Le premier décret que je vais signer tout de suite, c'est un décret d'amnistie générale. Et autoriser Laurent Gbagbo à regagner enfin son pays. Mon ami Charles Blé-Goudé ne mérite pas d'être là où il est et de vivre ce qu'il vit. Je répète, on est mieux que ce soit. Et le président Alassane Ouattara doit être rassuré qu'il peut avoir une vie après le palais en Côte d'Ivoire. Personne ne l'amènera. Il vivra en Côte d'Ivoire, c'est son pays. Henri Konan Bédié est un ancien président. Tout ce à quoi ils ont droit, la Côte d'Ivoire leur donnera. Eh bien, sous mon règne. Parce que ce qui va me préoccuper, c'est de créer leurs conditions de vie, mais c'est ma préoccupation, c'est plutôt ceux de nos enfants qui prennent leur première inscription aujourd'hui à l'école primaire. Quand ceux qui ont le diplôme sont assis à la maison à ne rien faire, posons-nous la question, mais ceux qui s'inscrivent aujourd'hui, ils vont où? Ils vont où? C'est ça la préoccupation majeure. Donc, un décret tout de suite pour solder tous les passifs et faire entrer la Côte d'Ivoire dans la voie définitive, dans la voie de la paix définitive, la paix absolue, la paix au-dessus de tout. Voilà. Au-dessus de tout. Merci, honorable. Alors, honorable, ce que nous avons fait, je vais prendre 3 questions en même temps ensemble. Toutes 3 questions courtes et puis vous permettez de répondre et puis votre mot de fin. Il se fait très tard déjà à Abidjan, voilà. Alors, on va aller rapidement, s'il vous plaît, soyez très voilà, laconique. Hein. On prendra la première question, Mohamed Traoré, depuis dans Chicago, rapidement. Question courte. Roger, ma question est très courte, mais ça dépend de la campagne. Allez-y à la question, pas les mains, allez-y à la question. Oui, ça dit, Kakabe, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Pendant les élections passées, vous avez beaucoup mis l'accent sur la réconciliation et c'était presque votre slogan de campagne partout où vous passez. Mais pourquoi depuis après la campagne, des élections et tout ça, vous êtes sûr, on n'a plus entendu rien de cela, on n'a pas vu d'action de votre part vers la réconciliation. Merci, Mohamed. On ne vous a pas parfaitement compris, Mohamed. Alors, on va rapidement du côté de M. Aboulaye Kodji aussi. En 30 secondes, rapidement. OK, merci beaucoup, Roger. Bonsoir, honorable. Oui. Bonsoir. Je suis un militant du PDCI. J'étais contre votre position en 2015. Beaucoup d'eau ont coulé sur le pont. Nous sommes en 2020. Je tenais à vous féliciter par rapport à votre comportement parce qu'il faudrait que de nos jours maintenant qu'on arrête d'être dévissité par les leaders politiques. Nous sommes dans les pays occidentaux ici, on ne voit pas c'est-à-dire un héritier. Des gens se battent pour se positionner par rapport pour être candidat dans un parti politique, non pas être désigné. Moi, la question est la suivante. Est-ce que vous avez une équipe ici où on peut contribuer? Parce que je voudrais contribuer pour vous avec mes modestes moyens. Je vous remercie. Voilà, merci, M. Aboulaye Kodji. Hein. Alors, pour la contribution, rentrer en contact avec vous, je pense très bien, quand il aura l'information. Alors, on va rapidement du côté de le pasteur Ouraga depuis, c'est où là, je crois, pasteur Ouraga, c'est Massachusetts ou bien c'est Chicago? Ouraga, rapidement. Non, je suis à Chicago présentement. Voilà, je vis à Chicago. Alors, une question courte, allez-y. D'accord, pas de problème. Honorable Kakabe, je vous salue d'abord. Comme vous avez fait référence à la Bible tout à l'heure, que les gens ne craignent pas Dieu, et je crois que c'est une bonne chose quand on craint Dieu. Vous avez en face aujourd'hui un danger très douloureux et très fort devant la nation ivoirienne. Je pense que si vous êtes élu président, vous serez le président de tous les Ivoiriens. Personne d'entre nous n'a pas choisi la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a choisi la Côte d'Ivoire pour nous tous. Donc il y a un danger qui plane sur la Côte d'Ivoire. La Bible que nous avons, c'est Dieu qui a mis ses lois pour nous, pour que nous marchions dans la vérité.
Et nous, les hommes, nous avons mis notre loi aussi dans la Constitution pour que nous marchions selon ça dans notre pays. À la question, oui. Donc, je vous pose une question. Vous êtes d'accord que tout le monde en Côte d'Ivoire dit Alassane n'a plus le droit de faire le 3e mandat. Et d'abord, même depuis 2010 là-bas, il avait droit juste à un mandat d'une seule fois et pour tous. Mais tout ça, ça s'est passé. Pour la paix, on a donné tout ça là d'accord. On était d'accord pour tout ça. Aujourd'hui, les autres se sont retirés. Mais toi seul, tu dis, tu vas à cette élection-là. Vous pensez que... Attends, j'arrive, pardon, donne-moi une minute. Donne-moi 30 secondes. Vous pensez que... Mais tout à l'heure, attendez. Vous avez Jacques Roger, pardon, donne-moi... Vous avez parlé du respect. Il faut respecter tout ce qu'on fait. Les autres ont eu 30 secondes. Vous devez aussi avoir les 30 secondes. Mais exceptionnellement, je peux vous donner au moins 15 secondes pour finir votre point, s'il vous plaît. Allez-y, 15 secondes pour finir votre point. Ce que nous sommes en train de dire ce soir, c'est sérieux. Mais ce que les je vous en prie, s'il vous plaît. Allez-y. Si vous me laissez au moins dire, peut-être j'allais finir rapidement. Okay, allez-y. Vous pensez que tous ceux qui étaient avec le président Alassane Draman Ouattara, vous connaissez l'histoire, ils ne sont plus avec lui. Vous pensez que cette élection-là, quelle que soit toute la Côte d'Ivoire qui sera derrière toi, vous pensez que vous allez gagner cette élection, il va vous laisser gagner? Voilà ma question, je vous en prie. Voilà, merci. C'est mieux de vous voyer un peu nos invités. Là, voilà, vous pouvez le faire hors antenne, mais une fois que vous êtes là, vous voyez nos invités, s'il vous plaît. Alors, voilà, honorable Kwadwo Konan-Bertin, vous avez à peu près 3 questions de vos compatriotes. Allez-y pour répondre et puis nous allons avoir votre mot de fin ou bien mot d'espoir pour la majeure partie donc, de vos compatriotes qui nous suivaient un peu partout. C'est à peu près 1 minute dans 123 pays exactement, actuellement. Oui, allez-y, honorable. L'avant-dernier qui a parlé, au moins, me laisse sur une bonne note, puisque non seulement il est satisfait et apprécie ce que nous faisons, il se propose même de contribuer. Jacques, sur votre antenne ce soir, vous avez la manifestation en direct et la preuve que ce sont les gens de bonne volonté qui me font avancer. En voilà la manifestation en direct. Je souhaite qu'il vous soit possible de prendre son numéro de téléphone. Je l'appellerai moi-même parce qu'il s'agit de notre pays. L'union fait la force. La goutte d'eau qui tombe goutte après goutte sur le rocher le plus dur finit toujours par le percer. Je ne désespère pas. Et j'ai souvent pris l'exemple de François Mitterrand, qui a été dans l'histoire, la France, certainement une des grandes figures de la politique française. François Mitterrand a été candidat pour la première fois en 1965. Il n'a été élu président de la France qu'en 1981. Mais à chaque fois qu'il y avait élection, il était candidat. Vous voyez le temps qui sépare 65 de 81. Il n'a jamais été tenté de prendre des raccourcis. Ceux qui ont voté pour lui en 81 pour en faire le président de la France n'étaient pas tous forcément nés en 65. Parce qu'en 65, ceux qui ont voté, qui avaient 60 ans ou 70 ans, n'étaient plus vivants qu'en 81. Voilà qu'on parle de cohérence, qu'on parle de ligne. Il avait une foi, une conviction qu'il a su communiquer au peuple français, génération après génération. Quand il a plu aux Français de lui accorder leur confiance, ils en ont fait leur président. Je ne me lasserai jamais de faire partager mes idées chaque fois qu'il y a des tribunes comme celle-là, par exemple, pour que les Ivoiriens sachent qui je suis et ce que je veux pour mon pays. Le serment que je fais, c'est que jamais je n'aurai recours à une arme ou à la violence pour me faire entendre dans mon pays, quelle que soit la nature et la gravité des problèmes auxquels je suis confronté. Je vais toujours utiliser le dialogue et faire prévaloir mes idées jusqu'à ce qu'un jour,
j'arrive à convaincre la majorité des Ivoiriens. Voici la leçon que je veux donner à ma génération et aux plus jeunes qui arrivent demain. Après, nous avons un grand pays. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Elle doit demeurer un grand pays. Elle doit rester debout pour rayonner dans le monde. Mais ce n'est pas les autres qui viendront le faire à notre place. C'est nous, les Ivoiriens, heureusement ou malheureusement. On ne peut pas le faire dans la guerre éternelle, dans la division, dans l'incohérence. Unis, rien ne peut nous résister. J'appelle de tous mes voeux l'unité du peuple de Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a besoin à nouveau de se rassembler. Les Ivoiriens ont besoin de se rassembler. Je ne veux plus participer, moi, à tout ce qui divise le peuple de Côte d'Ivoire. Je veux aider à reconstruire l'unité nationale, proscrire les discours guerriers, tout ce qui peut incendier la Côte d'Ivoire. Non, on a fait toutes ces expériences, nous n'en avons rien tiré. Tirons les leçons et proposons autre chose pour faire avancer notre pays. Parce que je reste convaincu que ce pays-là regorge de beaucoup de talents qui peut redonner espoir à notre jeunesse pour que nous regardions l'avenir avec un peu plus de sérénité. C'est sur ces mots-là, Jacques, que je voulais vous renouveler mes remerciements pour ce soir et vous dire que je suis encore à votre disposition. La prochaine fois que nous nous reverrons, c'est dans pas longtemps, puisqu'après mon investiture, je viendrai me soumettre volontiers à ce même exercice et cette fois-ci, il sera essentiellement question de projet. Et c'est ce que je vais servir au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie encore une fois. Que Dieu nous bénisse. Voilà, que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, honorable Kwadwo Kona Bertin, et surtout, prenez grand soin de vous et bon courage. Merci.